Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où je suis accompagné de Loïc aujourd'hui. Loïc le coach, salut Loïc. Salut Arnaud. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bien, écoute, bienvenue à Paris dans le studio au-dessus de la boutique Iron, le studio Dans la tête d'un cycliste de Sunday Night Productions. On lance donc la saison 4. Eh oui, ça va vite, hein ? Ça passe vite. Très vite, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Loïc, tu nous raconteras en off, on prendra le temps autour d'une pizza de discuter de notre été. En tout cas, voilà, on parle de l'été, mais on va aussi parler, le sujet de cet épisode d'ailleurs, c'est comment gérer sa coupure hivernale. Alors c'est vrai qu'au moment où est diffusé l'épisode, on va rentrer dans une période de l'année où il y a plusieurs années, c'était propice à une coupure. On arrêtait de rouler, les professionnels 2 semaines, 3 semaines, les amateurs 2 mois. Il y avait une prise de poids parfois. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce qu'on coupe aujourd'hui avec toutes les plateformes digitales sur lesquelles on peut s'entraîner ? D'ailleurs, on y consacrera un épisode dans les semaines qui viennent. Mais voilà, le sujet du jour, c'est donc l'importance de la coupure dans le cyclisme. Je te laisse la parole, Loïc. C'est toi qui vas nous dire, est-ce qu'on coupe aujourd'hui, toi qui es coach, entraîneur de plusieurs centaines de sportifs, est-ce qu'on coupe aujourd'hui ? Alors oui, moi en tout cas je le préconise fortement. Alors dans la saison, je suis plutôt adepte de rentrer des petites coupures d'une semaine après avoir détecté des datas qui montrent de la fatigue centrale. Mais en fin de saison, pour moi c'est systématique maintenant. La question c'est est-ce qu'on coupe complètement, c'est-à-dire totalement ou un petit peu. Et ça, c'est le vrai débat. Et par rapport à ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, il y a pas mal de changements. Et c'est sûr. Déjà, quand tu dis une coupure d'une semaine dans la saison, en tant qu'ancien bigorexique, une semaine, c'est impensable. Tu vois, c'est impensable. Maintenant, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant de discuter. C'est sur, voilà, quand tu l'expliques, quand tu le positionnes. Qui ont une addiction à l'activité physique, comment gérer aussi. Et quand tu éduques surtout, parce qu'il faut expliquer pourquoi, et en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Si tu m'avais accompagné dans mes grandes années et que tu m'avais expliqué par A plus B pourquoi il est important, je pense que je t'aurais probablement écouté. Alors, on va rentrer dans ce sujet justement qui est la coupure. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu le préconises. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les sportifs le pratiquent ? C'est-à-dire que c'est très facile aujourd'hui de faire du Zwift ou de faire du Rouvy ou du Wahoo connecté, réalité virtuelle, gamification du cyclisme, qui est vraiment une discipline maintenant du e-sport totalement reconnue. Et dans les années à venir, j'ai eu quelques échos en interne par certains journalistes, on va probablement vers une explosion du e-bike, en tout cas du e-cyclisme, de manière vraiment très 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 impressionnante. Donc on va restons dans le sujet du jour qui est la coupure. Alors, c'est quoi une coupure ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut se préconiser sur de la récup active ? C'est-à-dire tu coupes les efforts intenses ou est-ce que c'est vraiment l'arrêt total de l'activité physique ? Voilà, là le sujet c'est vraiment mieux comprendre qu'est-ce que la coupure en cyclisme. Alors voilà, donc l'idée c'est de parler de cette coupure de fin d'année qui fait suite à une longue saison intense, avec beaucoup de jours de course ou beaucoup de jours de cyclo-sportive ou un entraînement avec un volume important, dans le but d'assimiler tout le travail qui a été fait. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, et ça je l'explique souvent, c'est que si vous voulez progresser, il faut savoir équilibrer l'entraînement avec les temps de repos. Parce que sans repos, vous ne pourrez jamais progresser. Sans entraînement, vous ne progresserez pas. Et c'est le juste dose entre les deux qui est important. Et quand vous arrivez à un moment donné, vous allez tellement solliciter votre corps qu'il est important de respecter une pause plus longue. Et donc, c'est très variable. Et tu vas voir que ça va varier en fonction de cas particuliers. Mais ça peut aller très bien de 10 jours en fin de saison jusqu'à 6 semaines, voire 2 mois. Dans certains cas, et parfois c'est vraiment sans rien faire, et d'autres c'est faisant un petit peu, mais ça dépend vraiment de l'état initial dans lequel tu déclenches cette coupure. La période est propice, octobre, novembre, c'est vraiment la meilleure période. Alors même décembre, des fois ça peut être bien, parce que c'est là où il commence à faire pas beau, mais décembre ça peut être plus compliqué, parce que quand tu es routier et que tu fais des courses dans les fédérations, tu te retrouves à devoir commencer en février, et là le temps pour te remettre est trop court. Mais voilà, la bonne période généralement c'est octobre, novembre, décembre. C'est les périodes idéales pour pouvoir s'arrêter et se régénérer, parce que c'est vraiment le mot
le mot-clé. C'est quoi? C'est un affûtage plus? Ah non, c'est pas un affûtage. C'est totalement différent. Oui, bien sûr. Tu peux, voilà. Si tu arrives à la fin de saison, alors, tout est une question de comment s'est passée ta saison. Si tu arrives à la fin d'une saison où tu as pu bien gérer tes charges d'entraînement et ton niveau de fatigue physique, mais surtout mental, psychologique, mental, tu arrives à pouvoir réduire cette coupure. D'accord ? Plus ou moins actif, ça on va en parler après. Mais par contre, si tu arrives à la fin de saison complètement vidé, et un des signes qui montre que tu es vidé, c'est que tu n'as plus du tout envie de t'entraîner, et là, par contre, il faut prendre le temps nécessaire pour le faire, et souvent de façon complètement passive. Alors c'est vrai, quand tu me parles de coupure, moi je pense à... Je suis abonné à Strava, hein, donc mes entraînements sont automatiquement remontent sur Strava, et tout de suite, tu as ton indice de performance. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais tu sais, tu as cette petite courbe de forme. Et moi, j'ai pris le réflexe, alors peut-être que c'est un mauvais réflexe, mais de regarder. Voilà, parce que tout cet indice est lié avec tes datas. Donc tes pulsations, ta puissance, ton kilométrage réalisé sur la sortie, sur la semaine, sur le mois, bref, ça te donne un indice de performance. Et donc je me prends souvent en jeu de me dire, tiens, est-ce que j'ai progressé? Et tu vois cette petite courbe monter. Et là, pour l'anecdote, et on en parlera aussi sur un épisode un peu plus tard, c'est moi, j'ai eu une coupure, mais subie, suite à une fracture et une blessure de 7 mois, et je suis reparti de 0. Ça m'était jamais arrivé que mon indice soit à 0, tu vois. Et donc, effectivement, quand tu t'entraînes, tu vois que cette courbe augmente, et tu peux avoir tendance... Mais c'est le piège du bigorexique, hein. C'est tout à fait le cas, c'est d'être un peu absorbé par mince, je m'arrête, mince, ma courbe de performance ou de forme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, diminue. Donc je suis moins performant, donc je ne m'arrête pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Mais alors voilà, moi je vais te répondre. Cette courbe-là, déjà, elle t'est indiquée via des données qui sont en partie objectives, mais surtout subjectives. Et surtout, elle ne mesure pas tout. Et cette courbe-là, dans ton esprit, il faut qu'elle soit tout le temps en croissance ou alors stabilisée. D'accord ? Moi, je vais te dire autrement. Aujourd'hui, si tu veux progresser, la progression, elle n'est pas linéaire. Tu ne vas pas progresser tout le temps de la même façon sur un temps régulier. Par contre, si ton indice de forme, si je te dis que ton indice de forme sur ces plateformes réduit un petit peu pour que derrière, on reprenne une croissance alors que c'était en train de se stabiliser, tu me dirais quoi? Ah oui, je vais le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est toute une question d'esprit, en fait, d'éducation, d'explication au départ. Le repos est quelque chose d'obligatoire. Se régénérer les muscles, c'est quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde. Quand on a une courbature, c'est un fait. Non, c'est un mot qu'il faut les cellules fonctionnent, mais les cellules de nos organes, les cellules, nos neurones, ils fonctionnent aussi de la même façon que nos cellules musculaires. Et ça, tu le perçois pas, donc, ou en tout cas pas directement. Et donc du coup, c'est plus difficile de comprendre la nécessité de couper, surtout en fin de saison. Est-ce que toujours pour mieux comprendre la coupure, est-ce que la coupure c'est à ce moment-là que tu travailles avec tes athlètes, ou est-ce qu'elle permet de planifier la saison suivante? Est-ce que c'est dans ce moment-là que tu te dis, ok, maintenant je me retourne sur la saison passée, je fais le point, et voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait cette année, vers quoi je veux tendre la saison suivante? C'est exactement la période idéale pour faire ça. C'est déjà faire un bilan de ce qui a été fait. Donc il y en a qui en ont besoin, d'autres qui en ont moins besoin. Donc ça, c'est très individuel, c'est pas quelque chose que je vais imposer. Mais si on me sollicite pour ça, je le fais avec plaisir. Ça permet, tu sais, il y a des gens, ils ont toujours besoin d'être rassurés parce qu'ils ont toujours l'impression de ne pas être bons ou de se dénigrer. Et donc ça, ces personnes-là, à ces moments-là, ils ont besoin de faire un bilan et surtout avec des chiffres, tu vois, avec des datas, montrer qu'ils ont progressé, ce qui les rassure et qui leur permet de s'ouvrir vers une nouvelle saison. Après, c'est aussi la période idéale pour réfléchir à la suite. Et la suite, c'est qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le pratiquer, comment j'ai fini la saison, ce que j'ai fait, est-ce que ça correspondait à ce que j'avais envie, est-ce que ça correspondait aussi à mes prédispositions physiologiques, où je veux aller, comment je veux y aller, est-ce que j'ai les moyens aussi d'y aller, parce que peut-être que tu peux être confronté parfois à un écart entre le sportif qui a fait une saison moyenne, bonne, très bonne ou pas bonne, et qui se dit l'année prochaine, mes objectifs, c'est cela. Mais par contre, peut-être que parfois, toi, tu constates que c'est un bel objectif, mais par contre, ce sportif n'a pas les moyens, même bien entraîné, d'y accéder.
Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et donc la coupure, là, c'est le moment. Moi, si je te dis l'année prochaine, je veux gagner l'étape du Tour, voilà. C'est ça. Hein dans ta catégorie d'âge ou... C'est pas pareil, tu vois. Mais là, j'ai un exemple très simple là, que j'ai vécu il y a 2 jours. J'ai Moi, c'est célèbre. All-in. Moi, c'est all-in. Si je scratch direct, je te le dis. Okay. J'ai un ultra-cycliste qui est connu, que tu connais très bien, que j'entraîne et qui performe de plus en plus, qui a comme objectif, enfin en tout cas qui me l'a annoncé et qu'il y réfléchit, de faire la RAF et la TCR dans la même année. Voilà, donc le calendrier le permettrait cette année. C'est possible. Mais avec des ambitions, évidemment. Et, voilà. Et donc là, c'est le moment. C'est un Français ou c'est un Suisse ? C'est le moment d'y réfléchir. Voilà. Et c'est bien parce que tu as pu faire le bilan de la saison, voir par rapport aux autres saisons comment tu as progressé et te dire, voilà. Là, tu vois, donc la coupure, c'est aussi ça. C'est je lâche tout. Mentalement, j'ai plus de contraintes et ça, c'est important. Lâcher les contraintes toute l'année, on suit un plan avec des objectifs, des pressions, des stress. On applique du stress à son corps, mais aussi à son esprit. Et là, on arrive à une période où on peut tout lâcher prise. Et voilà. Alors, il y a des gens, ils ont besoin de l'activité physique pour lâcher prise, tu vois. Parce que ça leur rajoute un stress. Oui, dans cette donc coupure, là, c'est toujours... Dans cette coupure, Loïc, tu peux faire du yoga. Tu peux pratiquer certaines activités qui te permettent de retrouver de la concentration, de travailler ta respiration, ce genre de choses. Exactement. Donc là, c'est moi j'utilise cette période-là pour... Tu peux ne pas rien faire. J'utilise cette période-là justement pour faire découvrir de nouvelles choses aux athlètes. Et ça, c'est quelque chose, je trouve intellectuellement stimulant. Donc notamment la respiration, parce qu'il existe plein de méthodes de respiration, et on sait aujourd'hui que la respiration, c'est aussi important que l'alimentation et que le soleil. Savoir respirer, ça paraît... tout le monde te dit, je sais respirer, mais en fait, quand tu t'y penches, pas du tout. Donc là, j'utilise cette période-là pour faire découvrir cette partie de la performance. Donc les gens, ils sont souvent très curieux et ils avancent sur des différents protocoles. Après, c'est aussi la période pour s'ouvrir à d'autres sports. Moi, j'adore proposer aux gens de découvrir des sports autres que le cyclisme. Donc ça peut être la natation, courir, mais aussi les sports co, parce que tu retrouves un aspect social. Puis il y a la sortie du dimanche avec les copains est indispensable. Et donc là, il faut adapter. Voilà. Par contre, si à la fin de saison, on a détecté des signes de fatigue intense, notamment au niveau du système nerveux central, comme des troubles du sommeil, troubles de l'humeur, le manque d'envie, les troubles digestifs. Là, par contre, on va rentrer dans des sphères de repos plus strictes, où là, le repos passif sera pratiquement indispensable. Et là, les pratiques respiration, yoga, méditation vont prendre plus de place avec ces gens-là et avec des protocoles alimentaires aussi plus spécialisés. Et quel est l'impact de la coupure sur l'aspect physiologique, si on parle biologie, sur la récupération ? Donc j'imagine sur le système nerveux, les hormones, parce que quand tu es habitué à t'entraîner 8 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures pour certains dans la semaine et qu'il y a un arrêt, il y a forcément un impact physiologiquement. Quel est cet impact sur la coupure ? Comment elle impacte physiologiquement, hormonalement un sportif ? Quand un organisme vivant est stressé, il met tout en place des processus en cascade pour s'adapter à ce stress. Sauf qu'à un moment donné, si ce stress il est constant, l'organisme vivant perd sa capacité, en tout cas, ne peut plus résister. Et donc, c'est ce moment de repos qui lui permet de remettre en place tous les mécanismes qui va mettre face au stress, de régénérer tous ces mécanismes qui va mettre au stress et qui vont pouvoir se relancer à ce moment-là de façon optimale. Une autre image, je peux utiliser une image, c'est comme si tu prenais un couteau et que tu t'appuyais jusqu'à avoir au moment où ça saigne. Si tu l'enfonces tout le temps, la plaie va être de plus en plus ouverte. Si tu arrêtes de appliquer ce stress sur ta peau, au bout d'une semaine, la peau va se refermer et tu pourras appuyer dessus. Tu vois. Il y a aussi de la charge mentale, parce que il y a quelques professionnels qui écoutent ce podcast, mais il y a beaucoup d'amateurs surtout qui écoutent ce podcast. Et donc, qui dit amateur, dit que tu as un travail à côté, tu as une activité professionnelle et que tu
mets dans ton agenda de la semaine ou du mois des sessions d'entraînement et que parfois, cette charge mentale peut être importante. Sans parler de la préparation de la compétition, de la cyclosportive, où l'objectif que tu as préparé, où la charge mentale augmente au fur et à mesure du temps et quand l'événement se rapproche, mais il y a aussi ce stress nerveux de dire, voilà, je te donne un exemple, mais il est 17h, je suis toujours au travail, j'ai prévu mon entraînement à 18h30, il n'y a pas de métro, comment je vais... Enfin, c'est des petits détails, mais ça a un impact sur la charge mentale. Alors là, tu vois, avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de mental, de psychologie. Et j'ai remarqué que c'était avant tout biologique dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on retrouve des facteurs biologiques qui expliquerait ces comportements d'anxiété, de stress augmentés, alors qu'ils ne le sont pas à d'autres moments. En fait, ça s'explique assez vite, assez facilement. Le stress que tu appliques sur tes cellules, on appelle ça à une réponse qu'on appelle le stress oxydatif. D'accord ? C'est-à-dire que tes cellules vont répondre d'une façon où ils expriment une oxydation plus importante des cellules du fait au stress. Ce stress oxydatif, biologiquement, tu peux le détecter via la mesure d'enzymes. Et en fait, on retrouve tout le temps, chez ces personnes-là, une explosion de ces indicateurs. Et en plus, souvent, on retrouve des signes d'inflammation bas grade ou alors de porosité intestinale qui sont concomitants avec tout ça. Parce qu'en fait, le stress de l'activité physique a un impact direct sur l'intestin. Parce qu'à ce moment-là, il y a une ischémie. En gros, l'intestin se fragilise à l'activité physique. Et on trouve des signes biologiques quand c'est trop excessif et que l'organisme ne peut plus compenser le stress. Et souvent, en fait, et même quasiment systématiquement, les gens qui ont une baisse mentale, de motivation ou des anxiétés qui augmentent ou qui ont des difficultés à trouver le sommeil ont des signes biologiques avant-coureurs de ces choses-là. Donc en fait, c'est pour dire aux personnes, c'est pas votre tête qui va pas, c'est que vous avez une biologie qui n'est plus en état d'homéostasie, donc d'équilibre, et qui nécessite du repos, mais aussi peut-être des adaptations et des supplémentations pour pouvoir redonner des fonctions à vos cellules, et notamment à vos mitochondries. Donc la coupure est aussi l'occasion de faire des bilans sanguins. Indispensable. Ouais. Là, je pense que c'est la période, c'est le moment. En fait, dans tous les cas, c'est intéressant. Si tu es fatigué, tu le fais. Voilà. Mais si tu finis bien, tu le fais après la coupure, parce que comme ça, ça te donnera des données de base. Et c'est hyper important. En termes de prévention, les bilans biologiques, c'est des outils formidables. Voilà, parce que des fois, tu vas découvrir des... J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, là, c'était le médecin de l'équipe de France de natation, et il racontait au début de sa carrière, il entraînait le pôle de performance à Toulouse, je crois que c'est Toulouse, et il expliquait qu'il avait 14 nageurs, et lui débutait dans la médecine fonctionnelle, et il envoie les résultats à un ami spécialisé, médecin, et ils sont dû dire ce que c'est, les bilans biologiques des 14. Et la personne lui rappelle, mais c'est qui ces gens qui sont tous malades ? Voilà. C'est une histoire qui fait sourire. Mais c'est ça, c'est que l'activité physique intense, l'activité physique est nécessaire pour une bonne santé, mais intense. Attention. Mais parfois, attention, voilà, il faut. Et donc la coupure, c'est le moment de tout remettre à plat et de faire le point. Et vous allez vous découvrir des choses intéressantes et vous allez être surpris. Alors on avait fait un épisode il y a quelques temps sur nos centrales nucléaires. Oui, sur les mitochondries. Exactement. Alors comment s'adaptent les hormones, les cellules dans cette phase de coupure justement, où il n'y a plus ces 15 heures, 10 heures ou 8 heures, ne serait-ce que 8 heures d'activité physique. Comment réagissent les hormones et notre centrale nucléaire interne ? Le fait de reposer, de réduire le stress impliqué par l'activité physique, au niveau hormonal, permet de rééquilibrer parce que les organes vont être sollicités d'une façon différente. Par exemple, le pancréas, qui a un rôle dans la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie. Donc, autrement dit, c'est quand vous absorbez des glucides, du sucre, c'est cet organe-là qui régule la quantité de sucre dans votre sang. S'il n'y avait pas cet organe-là, et c'est le seul organe d'ailleurs qui ne se remplace pas, c'est-à-dire que si celui-là il est atteint, vous mourrez. D'accord ? C'est le seul organe dont on ne peut pas
se passer. Ouais. Voilà. Cet organe, le pancréas, quand on pratique de l'activité physique, il est tout le temps sollicité. Voilà. Tu comprends pourquoi. Donc là, le fait de faire la coupure, ça lui permet de se régénérer. En tout cas, de partir en mode repos. Et donc, des cellules, que les cellules du pancréas puissent se régénérer. Et quand elles se régénèrent, elles se renforcent. D'accord ? Donc, on améliore sa réponse au sucre après. Mais ça, c'est pour tous les organes. Et au niveau hormonal, la thyroïde, ça va être la même chose. Donc, les hormones thyroïdiennes vont se rééquilibrer parce que la thyroïde va être reposée. Par contre, quand je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes allé trop loin, vous allez créer des dysfonctions et ces dysfonctions peuvent ne jamais se régénérer. Donc, à ce moment-là, il faut faire un bilan biologique et peut-être aider l'organe à se régénérer. Au niveau des mitochondries, c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, si tu reposes trop longtemps, tu vas perdre la biogénèse, donc le nombre de mitochondries, et la fonction de la mitochondrie va diminuer et donc tu seras moins performant. C'est pour ça que quand tu t'arrêtes longtemps, tu perds en performance. Mais si le stress a été long ou très important, le phénomène est inverse. C'est-à-dire que tu vas renforcer la biogénèse sur la période nécessaire pour que la mitochondrie, que la cellule se régénère et donc que la mitochondrie retrouve des fonctions essentielles et optimales. Tout ça nous permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus précise de l'importance de la coupure. Notre rôle avec ce podcast, dans la tête d'un cycliste, et cette capsule Le Coach, il y a aussi la capsule Santé, animée par Camille, qui d'ailleurs vient d'être maman. Donc félicitations à elle du côté de Chamonix. Mais c'est vraiment d'éduquer, de mieux comprendre, et plutôt que de s'entraîner non-stop tout le temps, appuyer sur les pédales sans vraiment comprendre pourquoi ni comment. Donc voilà, tout ce que tu positionnes est très intéressant. Mais moi, je pense coupure. Je pense aussi à alimentation, puisque quand tu fais de nombreuses heures, beaucoup d'efforts dans ta semaine, tu as besoin d'avoir une alimentation, quand je dis riche, c'est en nombre de calories, pas en graisse, mais tu as besoin d'avoir des calories pour être performant. Comment ça se passe dans une coupure ? Moi, les coupures de mon époque, c'était open bar. Tu vois ce que je veux dire ? C'était le moment où, justement, tu pouvais manger tout ce que tu ne pouvais pas manger dans l'année. Et moi, je suis d'une génération où il fallait être très très maigre, et donc le rapport à l'alimentation est pour moi très compliqué parce que justement, il fallait être très maigre avec une privation de calorique très très importante. Alors ça a bien évolué depuis, hein, tout ça, c'est un autre monde. Mais comment ça se passe en termes d'alimentation pendant une coupure ? Qu'est-ce que tu ajustes ? Sujet très intéressant, partie très intéressante parce que évidemment ce qui se faisait avant, ça a bien changé maintenant. Alors, déjà, il faut comprendre que l'apport calorique est nécessaire et va être complètement différent. Quand vous pratiquez une activité régulière entre 10 et 16 heures par semaine, l'apport calorique, on va dire, si vous faites du vélo, ça fait à peu près entre 7000 et 9000 calories en plus de votre métabolisme de base. Donc 1000 calories par jour, en gros, c'est donc l'équivalent de 3000 à 3500 calories au total d'une journée. En moyenne. Il y a des facteurs dépendants, mais voilà, en gros, c'est ça. Et donc du jour au lendemain, si vous faites une coupure passive, sans rien, il faut réduire. Et voilà. Donc en fait, si tu as des habitudes, en fait, le cerveau est assez. Enfin, le cerveau est un organe qui fonctionne incroyablement à merveille sans que vous ayez besoin d'y penser. Et votre cerveau régule l'apport calorique tout seul, en fait. Ça, voilà. L'apport ou le besoin ? L'apport. C'est-à-dire que quand vous mangez, vous n'aurez pas besoin de peser, en fait. Si vous écoutez il va trier, vos sensations, votre cerveau il est capable de savoir à la calorie près ce que vous avez besoin. D'accord ? Si vous mangez des aliments qui n'entretiennent pas la faim. D'accord ? Donc la satiété arrive au moment où vous avez besoin d'arrêter de manger. Et donc, vous avez quand même une habitude. C'est-à-dire que, par contre, il ne choigne pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous arrêtez votre activité, il va mettre il va y avoir un temps d'adaptation pour réguler. Et donc souvent, là, on peut avoir un problème. Ouais. Et là, on n'est pas tous égaux. Il y a des organismes. Moi, je pense à un ami là qui est marchand de cycle, Gabi, qui lui peut manger des calories. Son système, fait que son métabolisme de base va se modifier plus rapidement que d'autres personnes qui, en fait, là, dès qu'ils arrêtent, donc là, il faut déjà comprendre ça. Et ça, c'est dû à l'hormone qu'on appelle l'insuline.
parce que vous ne régulez pas pareil l'insuline. Donc là, il va falloir adapter en fonction de votre réaction personnelle. Et après, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je mange. Donc l'apport calorique, le diminuer par rapport à l'activité physique que je fais. Mais là, c'est assez simple. Si vous réduisez les apports en glucides, vous diminuez déjà drastiquement les calories. Donc est-ce que vous avez besoin de manger des glucides, par exemple, le soir avant de vous coucher, dans la même quantité que quand vous avez une séance le lendemain? Non, clairement. Donc il suffit de réduire les portions de glucides et écouter sa faim et manger lentement pour entraîner la satiété. Mais après, voilà, est-ce qu'il faut manger n'importe quoi? Donc là, c'est la vraie question, parce que moi, à notre époque, c'était ça. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Ouais, je pense que ça existe aujourd'hui, mais ma question, c'était plutôt, est-ce que les sportifs d'aujourd'hui ont un rapport avec l'alimentation qui est la même que la génération des années 90, 2000 pendant la saison. Alors, les amateurs, c'est un rapport compliqué. Les amateurs, oui, mais les professionnels, c'est tellement aujourd'hui régulier qu'ils ont un rapport même très rigide, en fait. Donc c'est sûr qu'à la coupure, ça doit être un peu l'orgie totale. Est-ce que de se faire plaisir, c'est interdit? Non. Mais de se faire plaisir systématiquement jusqu'à la boulimie, jusqu'à en devenir boulimique, c'est une autre question. C'est là où il faut se poser aussi les questions en fin de saison. C'est que si je suis vers ces comportements compulsifs vers la nourriture, c'est qu'il y a aussi des déséquilibres biologiques. C'est pas anodin. Tu vois. Quelqu'un qui finit la saison pas trop fatigué, normalement, il va bien tout gérer, il va s'arrêter. D'ailleurs, au bout de 10 jours, il va dire c'est bon, je me suis reposé. Quoi. Mais si tu te jettes sur les pâtisseries, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Ouais. Voilà. Ok, bon, on est en phase. Mais alors, on parle d'alimentation. Tu parlais de repos tout à l'heure. C'était l'occasion aussi de faire les bilans sanguins, par exemple. Là, on parle d'alimentation. Moi, je me dis que justement, si tu arrives en phase donc, de coupure, ton alimentation va changer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une vigilance à avoir sur l'apport journalier? Je parle en termes de nutriments, de micronutriments, tu vois. Pour ne pas créer ce déséquilibre. Et quand tu reprends, tu n'as pas eu les bons nutriments ou les bons micronutriments. Comment ça se passe? Donc on a parlé des calories, l'apport calorique, ça c'est une chose. Et après, il y a l'aspect fonctionnel de l'alimentation. Et ça, c'est essentiel. Le stress que vous avez entraîné via la pratique sportive, qui se traduit par ce qu'on appelle un stress oxydatif au niveau des cellules, nécessite une réponse biologique pour contrer, balancer, pour que l'adaptation cellulaire continue à se faire. C'est-à-dire que pour que votre organisme continue à progresser, il faut qu'il y ait des choses qui se passent au niveau de votre organisme et qui nécessitent l'apport de nutriments. Donc le bilan biologique peut permettre de mettre en exergue des déficiences, ça c'est la première chose. Mais pour autant, c'est aussi la période idéale pour apporter des nutriments essentiels à la récupération et donc d'accélérer cette période et de l'optimiser. Donc là, on va parler de tout ce qui est antioxydant, donc les fruits et les légumes. Donc les légumes d'un premier, parce que les légumes en premier et les fruits. Et les fruits riches en antioxydants, c'est tout ce qui va être les légumes de couleur verte. C'est très. Généralement, oui, ça fonctionne en comme couleur. Oui. Voilà. Donc manger de façon le plus souvent crue. Donc c'est là où vous pouvez introduire de façon rituelle un plat à base de légumes crus à chaque repas, même le matin. Et après, c'est l'apport en oméga 3. Qu'est-ce que c'est les oméga 3? C'est les acides gras. Les acides gras, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui entoure les cellules et qui protège la cellule du stress oxydatif. Et il y a différents oméga, il y a les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, mais notre alimentation est déséquilibrée vers le 6 et le 9. Et les oméga 3, aujourd'hui, on n'en mange pas assez, ce qui déséquilibre la composition et donc augmente la fragilité des cellules. Donc, mais ça, tu peux le prendre en complément. Alors, en complément, mais aussi dans ton alimentation. Ouais. Donc là, c'est dans ces périodes-là. Moi, je le prends chaque matin en petite capsule. Ce que je conseille, c'est de manger régulièrement, chaque semaine, des petits poissons gras. Donc maquereaux, sardines. Alors, on peut manger de temps en temps, une fois tous les 15 jours, un saumon. Parce que, alors plutôt, ça, les gens vont halluciner, plutôt d'élevage, parce qu'il sera moins
Non, mais c'est important parce que souvent on pense que le poisson sauvage. Sashimi, ça fonctionne? Sashimi Non. Un poisson gras comme le des saumon astuces, tu vois. sauvage est très riche malheureusement en polluants et notamment en mercure, alors que les poissons d'élevage le sont moins. Toujours. Mais de temps en temps, voilà, vous en mangez. Privilégiez donc les petits poissons gras, les oléagineux, les noix. Ouais, noix amandes. Et puis surtout, je vous ai parlé de légumes. Là, apportez à chaque fois avec les légumes une huile vierge, extraite à froid, de privilégier le colza. Ça, c'est bien parce que c'est un équilibre oméga 3, oméga 6 aussi. Le rapport est bon, mais aussi une huile qu'on appelle l'huile de calmeline, qui est aussi un bon équilibre oméga 3, oméga 6. Et voilà, apporter ces éléments-là pour permettre à vos cellules d'être en meilleure santé quand vous allez reprendre. Et alors, on va parler sur le poids, parce que est-ce que dans la coupure, on peut se faire une bonne raclette, Loïc? Bien sûr, se faire plaisir est essentiel. Tu vois, personne ici va te dire non, votre vie doit être rigide, c'est strict. Tu vois, une bonne tartiflette, des fois, ça fait du bien. Vous allez devoir faire. C'est différent d'un bon burger et des frites. Je trouve que c'est pas le même plaisir. Non, mais ça, c'est individuel. Mais oui, faites-vous plaisir. Voilà, le tout, c'est que ce soit raisonné. Et ne soyez pas omnibulé par la balance. D'ailleurs, moi, ce que je conseille, c'est si tu es sérieux et rigoureux, de la balance, tu la regardes pas, tu regarderas qu'un mois après l'avoir repris. Alors justement, voilà. C'est le sujet sur lequel je voulais aller. Un mois après la reprise, mais c'est quoi pour toi le bon pourcentage de prise de poids? Parce que forcément, tu arrêtes l'activité physique intense pendant la coupure. Forcément, comme tu l'as dit, tu vas avoir cette synergie de trouver une alimentation qui soit moins importante, parce que ton cerveau, effectivement, va aller directement tendre de manière très intelligente vers tu n'as pas besoin de manger autant, donc c'est bon, tu as suffisamment mangé. Voilà. Mais c'est quoi une prise de poids correcte? C'est un pourcentage? C'est quoi? toujours pareil. Toujours différent. Ça dépend du temps que tu t'es arrêté. Si tu t'es arrêté... Une coupure hivernale, c'est quoi? C'est 2 kilos? C'est 10 kilos? Mais voilà. Si tu t'es arrêté 10 jours et que tu as pris 4, là, on a un problème, monsieur. Ouais, là, je suis d'accord. Voilà. Si tu t'es arrêté 2 mois et que tu en as pris 4, c'est un peu moins gênant. Et quelqu'un qui s'arrête 7 mois et qu'on prend 3. Mais c'est plus une coupure hivernale. Ça. Ouais, c'est vrai, c'est un autre sujet, c'est vrai. C'est vrai que 7 mois, on est d'accord, c'est plus une coupure hivernale. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, si tu fais une coupure hivernale, normalement, entre 3 et 5 kilos maximum. 5 kilos, ça devient beaucoup, mais bon, si tu t'es arrêté 2 mois, parce qu'en fait, ce que j'ai dit en introduction, il y a des personnes qui ont l'obligation de s'arrêter 2 mois, parce qu'ils sont arrivés à un état de fatigue tel que les indicateurs font que les indicateurs biologiques sont tellement effondrés ou explosés pour les indicateurs négatifs qu'il faut 2 mois pour que l'organisme se régénère. Et souvent, ça leur fait peur aux gens, mais en fait, aux sorties de ces 2 mois, mais ils n'ont jamais été aussi forts. Ouais. Et ça, je peux te donner plein d'exemples. Alors, il y a une célèbre nageuse qui a fait ça. Je ne vais pas te dire le nom parce que je ne suis pas sûr que c'était elle, mais avec Denis Richer, qui est suivi par Denis Richer. Et il expliquait dans un podcast, elle était à un tel niveau de burn-out que la seule chose qu'il lui a prescrit, c'est de s'arrêter. Mais complètement. Donc, depuis je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, d'accord. Ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est une triathlète? Non, une nageuse. Non, une nageuse qui était aux Jeux Olympiques. Et en fait, effectivement, mais je crois que tu nous as déjà donné cet exemple où ils ont commencé à collaborer ensemble et il lui a dit, bah voilà, alors le premier conseil que je vais te donner déjà, c'est de rien faire. C'est ça. Ouais, et je me souviens de ça. C'est ça. Et voilà, parce que quand on arrive à ces états-là, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est très compliqué face à des gens qui veulent progresser, qui veulent performer. Ouais. Ou d'addiction. On ne comprend pas. Mais c'est même pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Je l'ai vécu. On connaît un célèbre cycliste qui est adorable, mais qui a du mal. Et des fois, il arrive à des états où son corps a dit stop. Voilà. Qu'à la retraite, hein. Non. D'un petit jeune qui est livreur vers Lyon, là. Ah, oui. Alors, je pensais à un coureur professionnel. Voilà. Mais effectivement. Qui parfois pousse la machine un peu loin. Quand il est, je crois, numéro 2 sur Strava au niveau mondial. Et qui adore, mais qui prend conscience maintenant qu'il a besoin de repos. Mais il a fallu qu'il en arrive à des états où il a été
Voilà. Ouais. Il est livreur, effectivement, livreur à Lyon, et à la fin de ses journées, il rajoute 100 bornes ou 150 bornes. C'est ça. Ouais. Mais il le fait de moins en moins. Et là, Ouais. je sais qu'il a coupé aussi une petite période. Mais voilà, c'est quand on en arrive à des états de fatigue où ton corps te dit stop, que tu finis à l'hôpital, parce que je sais pas, tu as chopé un virus et que ton corps il est plus capable de voilà, quand on arrive là, c'est que c'est déjà trop tard. Hein. Et des fois, 2 mois, c'est pas assez. Quoi. Alors là, la nature est bien faite, c'est que tu vas être arrêté de fait. Voilà. Exact. Ouais. Voilà, mais il faut éviter tout ça. Et la coupure permet d'éviter toujours d'en arriver là et permet au corps de progresser. Alors, tu parlais du burn-out, justement. On le voit de plus en plus chez les jeunes jeunes prometteurs, jeunes professionnels qui arrêtent leur carrière à 23, 25 ans, voire même 20 ans pour certains. C'est quoi les signes extérieurs d'un burn-out chez les sportifs ? Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc déjà, un des premiers signes qui est identifiable directement et que tout le monde a connu, c'est de ne plus avoir envie de s'entraîner. Déjà, tu prends le vélo le vélo et tu te dis... Alors, tu as soit quelqu'un qui t'a donné un plan d'entraînement et là, tu te dis, bon, là souvent, les gens, ils y vont plus. Ou alors, ils trouvent des excuses annexes de leur vie socio-professionnelle pour ne pas faire. Donc, déjà, en tant qu'entraîneur, tu as déjà des indications. Mais après, quand tu es tout seul, c'est encore plus dur. Parce que quand tu es tout seul, tu te fais ton propre programme, au moins dans ta tête où tu l'écris. Et là, quand tu arrives le matin, qu'il ne fait pas très beau, et ça commence toujours comme ça, tu dis, je ferai ça demain. Et puis le lendemain, tu ne le fais pas. Là, quand tu rentres comme ça, les gars, attention. C'est un indicateur. C'est un premier indicateur. Il y a un souci. Voilà. Et après, quand tu arrives au stade après, tu es sur la séance, tu es au bout d'une heure, tu en as marre et tu rentres. Quoi. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi l'opposé. Toi, en tant qu'entraîneur, tu planifies un repos et le sportif, il va quand même. Parce que justement, il veut progresser. Est-ce que ce n'est pas un signe de... Non. Pas ça. Non, ça c'est plus de la bigorexie. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont pas. C'est juste, ça peut être de l'orthorexie aussi, le fait de vouloir toujours bien faire. Tu vois. Orthorexie, je connaissais pas. Quand on avait fait le podcast sur on avait parlé. Avec Marion. Ouais, et du coup, c'est sûr, parce que la bigorexie, c'est lié au corps, à la forme du corps. Tu vois, c'est être obsédé par... Aussi, tout à fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. La perte de poids, le poids... Ouais, c'est ça. Et l'orthorexie, c'est plutôt sur la rigueur d'appliquer, tu vois, des choses, de refaire les choses et toujours bien vouloir les faire. Est-ce que la coupure te permet également de retrouver un sommeil parce que comme tu l'as dit, il y a un lien avec le sommeil. Parfois, dans la saison, on est tellement stressé, on veut tellement bien faire que ça a un impact sur le sommeil. Est-ce que justement la coupure est une manière aussi de retrouver un rythme ? Alors normalement, non, parce que tu dois l'avoir tout le temps. Si c'est bien équilibré ? Si c'est bien équilibré, non. Alors, par contre, si tu en es arrivé au moment où tu n'arrives plus à dormir, à t'endormir, donc ça, c'est aussi un des signes. Ou à te réveiller la nuit. Ouais, ou te réveiller la nuit, ça, c'est un des signes que tu as été trop loin. Et le troisième signe dont on n'a pas parlé, c'est les troubles digestifs. Si toute l'année, tout va bien, et puis d'un coup, tu as des troubles digestifs, donc des ballonnements ou des selles qui ne sont plus de la même consistance. Là, c'est aussi des signes que tu as besoin de coupure. Et donc, si le sommeil, s'il a été déréglé, oui, là, évidemment, il va falloir... Mais ça, par contre, le sommeil est très lié aux hormones, tu vois. Donc, ça veut dire souvent qu'il y a une déficience. Et donc là, le bilan biologique, il est nécessaire. Voilà. Parfois, la repos va aider, mais pas souvent, mais n'est pas suffisant. Ça, c'est intéressant. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, là, c'est la période de faire d'aller voir votre médecin, de faire vos bilans et de bien les comparer si vous en avez eu d'autres. En tout cas, de bien le conserver, d'en refaire un dans quelques semaines, dans quelques mois, pour voir justement comment la coupure a impacté votre système. Et puis, qui dit coupure dit aussi reprise, parce qu'il y a une coupure. Là, on parle de la coupure, mais du moment où il faut la positionner dans l'année, de comment elle se compose, mais de cette préparation de reprise, ça veut dire que tu ne reprends pas avec le même rythme que quand tu t'es arrêté, j'imagine. Alors oui, ça c'est très important. Et c'est là où on trouve des aberrations, notamment chez les pros, enfin moi maintenant de moins en moins, mais il y a eu une période où ils enchaînaient directement avec des stages, où ils allaient faire le stage après la coupure. C'est dangereux en fait, parce que c'est violent. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne permets pas à ton organisme de profiter de ce qui s'est passé pendant la coupure, et tout de suite, tu lui mets un stress trop important. Donc là, on repart dans un schéma négatif. Et donc là, ce qui est important, c'est la progressivité. La science, aujourd'hui, elle nous montre que 10%, 12% d'augmentation de charge par semaine, c'est une progression qui est idéale pour l'adaptation
biologiques et physiologiques. Et donc, si tu n'as rien fait pendant 3 semaines et que tu reprends et que tu repars sur 1000 bornes par semaine, oui, c'est 1000 bornes par mois. Alors que c'était le max que tu faisais dans la saison, là c'est clair. Donc il faut repartir sur une base que ton corps peut accepter. C'est simple, c'est que tu reprends la semaine. Si tu as des courbatures, si tu as un peu mal dormi et que tu as des fatigues prononcées dans la journée, c'est que tu as mis trop. Voilà. C'est des signes très simples à détecter. On a fait un épisode, je vous invite à l'écouter sur la progressivité, souviens-toi. Voilà, il suffit donc d'écouter et d'adapter. Et après, tu augmentes de 10% d'augmentation de la charge. Donc, calculez pas ça en kilomètres, mais plutôt en distance, en temps lié à l'intensité. Et puis, est-ce qu'il faut reprendre tout de suite sur des petites intensités, des grandes intensités ? On va dire qu'au début, tu remets l'organisme en route sur des basses intensités, mais de plus en plus dans ma pratique, je remets de la haute intensité sur des organismes complètement reposés, parce que tout de suite, on rentre dans la stimulation du VO2 max, de tes capacités d'endurance. Et sur un organisme qui est reposé, c'est optimal. Et les datas aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent accompagner une reprise pour la mesure de la récupération dans ces moments-là ? Alors déjà, aujourd'hui, tu as des montres qui mesurent ta qualité du sommeil. Toi, tu en as une. C'est toujours intéressant, même si ce n'est pas tout le temps fiable. Mais dans la longue... dans la durée, ça donne des indications intéressantes. Tu as la mesure de la variabilité cardiaque aussi, qui va te donner des indications. Si tu as des changements importants à l'heure de la reprise, c'est que tu as repris trop vite. Et après, tu as aussi plus directement la façon dont ton organisme va répondre aux intensités ou à la charge d'entraînement de façon plus globale, de semaine en semaine, notamment des datas directes qui vont être la puissance ou de façon un peu moindre, la variation de la fréquence cardiaque d'une sortie à l'autre. Bon, tout ça est très intéressant. En tout cas, je pense que comme les auditrices auditeurs, moi j'ai appris beaucoup de choses et ça donne envie de creuser. On arrive sur la fin de l'épisode, Loïc. Pour résumer, ça serait quoi les points clés de la gestion de la coupure ? Faire un bilan de sa saison, de son état de fatigue à l'instant T et adapter le temps de repos en fonction de cet état de fatigue. Si je finis la saison et que j'ai bien tout géré toute la saison, peut-être qu'une semaine, 10 jours suffiront. Et est-ce que j'ai besoin de rien faire sur une durée aussi courte ? Je vous le conseille. Parce que jusqu'à 10 jours, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien de ce qui a été fait avant. Rien. Si j'ai fini fatigué, que j'ai une baisse de motivation, que j'ai des troubles intestinaux, que j'ai des troubles du sommeil, donc là, prendre plus longtemps. Au moins une période passive. Introduire petit à petit des activités externes au vélo. Et puis si je ne peux plus et que je veux absolument faire du vélo avec les copains le dimanche, allez-y, vous ne prenez pas la tête. Simplement, le reste du temps, maximiser les temps de repos ou des activités à basse intensité avec une alimentation saine et ça fera l'affaire. Et reprenez quand vous vous sentez reposé. Parfait. Un grand merci Loïc pour tous tes bons conseils. Moi, je vous invite à appliquer les conseils de Loïc, à écouter aussi tous les anciens podcasts des saisons passées sur la capsule Le Coach, justement, où Loïc donne, on parle de mitochondrie, on parle de centrale nucléaire, on parle de progressivité, de sommeil. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière et écouter les podcasts des saisons passées. N'hésitez pas non plus via les différents réseaux ou directement sur le site, à nous poser des questions ou partager vos expériences. C'est toujours très intéressant pour nous. Et puis également, si vous avez des sujets ou des thèmes que vous souhaiteriez que l'on traite. En tout cas, un grand merci Loïc. Merci. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste, mais surtout de la capsule Le Coach. À bientôt. Merci.